Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Anthropocène dans le cadre de la Semaine du climat du 1er arrondissement de Lyon, avec cette année un thème central qui est le textile. Et à ce titre, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Aziza Grill-Mariotte. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice générale du Musée des tissus de Lyon et vous êtes aussi professeure des universités en histoire de l'art, ex-Marseille Université. Voilà. Donc, Musée des tissus et histoire de l'art, c'est un long parcours qui vous a amené à Lyon. Est-ce que vous êtes originaire de Lyon, juste pour savoir ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est le textile qui m'a fait venir à Lyon. C'est le textile. Eh ben moi, c'est pas le textile, mais quand je suis arrivé à Lyon, petit à petit, j'ai découvert la place du textile dans cette ville. Moi, j'avais pas du tout l'habitude de me poser ce type de questions, mais on a commencé à me parler des canuts, de la soie, de la soierie, et petit à petit, j'ai découvert que c'est un thème, c'est quelque chose qui est très présent dans la ville de Lyon. Alors, je ne sais pas si je suis allé assez en profondeur dans cette question. J'ai l'impression que je réalise toujours pas à quel point le textile et la soie, les tissus, à quel point ça joue un rôle dans l'histoire de la ville. Est-ce qu'on réalise généralement ? Alors, je ne sais pas si on peut le réaliser, mais en tout cas, il y a quand même des réalisations architecturales qui le racontent. Alors, on parle toujours de la Croix-Rousse, comme avec ses grands immeubles, ses grands appartements qui font plus de 4 mètres de haut. Mais en fait, la Croix-Rousse, elle arrive très tard dans l'histoire de la soierie à Lyon, puisque la soierie à Lyon remonte à la Renaissance, au règne même de François Ier. Et c'est d'abord le Rhône qui permet en fait le développement de l'industrie, parce que avant qu'il y ait l'industrie, il y a le commerce, et pour que les objets arrivent, que les matières premières arrivent, il faut aussi être dans une zone géographique. Et ça, je pense que à Lyon, entre le Rhône et la Saône, on le perçoit en fait. Encore aujourd'hui, cette dimension centrale, ce lien avec l'Italie, ce lien géographique en fait avec l'Italie. Donc, les matières qu'on achemine à Lyon pour pour fabriquer des tissus, de quoi il s'agit quand on est à l'époque de la Renaissance ? Alors d'abord, à l'époque de la Renaissance, ce sont surtout les marchands, les commerçants qui font venir de la soie d'Italie pour la vendre en France, et la vendre notamment à la cour. Et ils n'ont pas très envie de développer en fait une industrie, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec ce commerce, et donc pour eux il n'y a pas grand intérêt. Donc même si les rois de France vont essayer de faire en sorte qu'il y ait une industrie qui vienne concurrencer l'industrie de la soie italienne, puisque l'enjeu c'est toujours de fabriquer, enfin à l'époque moderne en tout cas jusqu'à récemment, de fabriquer ce qu'on utilise sur place le plus près possible. Ce qui aujourd'hui c'est complètement inversé d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui plus ça vient de loin, moins ça coûte cher, mais à l'époque c'est évidemment l'inverse. Et donc, il va falloir un peu de temps pour que cette industrie se développe. Et elle s'est d'abord développée à Tours, avant de se développer à Lyon. Parce que justement, à Lyon, c'était d'abord une plaque tournante du commerce, en fait. D'accord, donc c'est une ville marchande, d'abord le textile comme marchandise. Ouais. Et d'ailleurs, moi qui suis, je le rappelle, pas lyonnais, quand on découvre le quartier du Vieux-Lyon et les bâtiments de la Renaissance qui sont inspirés des bâtiments, ou peut-être même construits par les architectes italiens, en tout cas qui sont des commandes, des marchands italiens, ce serait cette même période en fait. Absolument, c'est au moment de François Ier où on a deux marchands du Piémont qui obtiennent un privilège et qui vont introduire l'industrie de la soie à Lyon. Et dès la fin du XVIe siècle, on a près de 200 fabricants quand même. D'accord. Tisserands. Donc cette industrie, elle s'installe justement véritablement à partir de François Ier, mais par une industrie qui est installée par des fabricants italiens. Donc c'est eux-mêmes qui sollicitent les pouvoirs publics, ou en tout cas qui investissent dans les manufactures. Oui, c'est un investissement. Parce qu'eux, ils apportent la matière première, ils apportent aussi le savoir-faire, et ils obtiennent un privilège de François Ier qui va être régulièrement réitéré par les rois de France.
pour pouvoir s'installer, parce qu'ils sont étrangers, ils ne sont pas français. Ah oui. Donc voilà, Oui. il y a cet enjeu-là qui est, je trouve, assez intéressant. Toujours de voir par le que c'est Rhône, l'étranger. toujours ce lien avec la Méditerranée. Oui, ou, oui, absolument. D'accord. Donc il y a des bateaux qui remontent, on imagine, tirés par les chevaux. À partir de cette époque, il faut imaginer aussi que ça va aussi changer le paysage dans le sud de la France, puisque c'est aussi le développement de la production du cocon de soie qui va se faire plus au sud. Là, on est plus sous le règne d'Henri IV. Donc la soie qui vient de la Chine, la technique de production, non ? Alors, elle n'est pas venue directement de la Chine à l'Italie, à la France, en fait. Ouais, il y a quand même un certain nombre d'étapes. Vous voyez, je ne connais pas beaucoup le sujet. Notamment sous l'Antiquité, l'Empire byzantin, qui est une des grandes étapes. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer que la soie elle arrive directement de Chine. Mais par contre, il va y avoir toute une modification du paysage géographique avec la plantation des mûriers, etc. Donc, c'est vrai que ça ne touche pas que la ville de Lyon, en fait. Voilà. Et là, on parle de la Renaissance. Après, il va y avoir... donc, au départ, pour parler de la transformation de la ville, puisque c'était quand même ça l'idée, la question de départ, la transformation de la ville, elle se fait dans la durée, puisqu'au départ, les fabricants sont plutôt dans la presqu'île. Ensuite, ils vont s'installer dans les quartiers Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul, donc le long de la Saône. Donc on est loin encore de la Croix-Rousse. Et la Croix-Rousse, au début du 19e siècle, c'est une colline. En fait. C'est une colline avec des vergers. Voilà, c'est pas du tout urbanisé, en fait. Oui. Et d'ailleurs, on a un objet dans la collection qui est assez emblématique, qui s'appelle les papiers peints des vues de Lyon, qui date de 1928, si je ne me trompe pas. Et on voit la Croix-Rousse, c'est une colline en fait. C'est une colline, il y a très très peu de bâtiments qui sont construits. Donc la Croix-Rousse, c'est vraiment le développement du 19e. Donc c'est révolution industrielle en fait. C'est révolution industrielle. Pas un petit peu à avant tout point de aussi, vue. Oui. À tout point de vue, parce que c'est aussi la mécanisation avec le métier jacquard. Et le métier jacquard implique des ateliers plus grands, plus hauts. Donc d'où ces grands appartements... de plus de 4 mètres de haut, qui sont aujourd'hui très courus et très recherchés, même si on n'a plus de métier jacquardier installés, et qui font ce qu'on appelle ces immeubles-usines, en fait. Puisqu'en fait, ce n'est pas véritablement des usines. Chaque tisserand est propriétaire de son métier, et il dépend des commandes que leur font les marchands fabricants, quoi. Voilà. C'est une organisation qui est vraiment très très particulière. Moi qui ai beaucoup travaillé sur l'industrie textile en Alsace ou au XVIIIe siècle dans le sud de la France, c'est vraiment une organisation très très spécifique et qu'on appelle la grande fabrique de soie. C'est vraiment très très spécifique. Et en quoi elle est spécifique, si vous pouvez développer un petit peu? C'est par les corporations, hein, j'ai l'impression que... C'est pas que les corporations, parce que les corporations, c'est une organisation sociale et économique qui touche absolument tous les métiers à l'époque moderne et au XVIIIe siècle, et qui est supprimée au moment de la Révolution française. La spécificité de Lyon, c'est ces relations et cette interdépendance entre les marchands fabricants, les tisserands, leurs ouvriers, et à la fois cette interdépendance, mais aussi cette accumulation finalement de personnalités indépendantes. On n'a pas une manufacture au sens usine en fait. Ça va arriver beaucoup plus tard. Donc c'est un réseau, c'est quasiment aujourd'hui on dirait des petits entrepreneurs. C'est des artisans indépendants des artisans indépendants. Et ça c'est vraiment très très spécifique parce que ils sont évidemment ils se tiennent tous. Voilà, ils ont tous besoin des uns des autres. C'est une industrie, en même temps, nous sommes dans une révolution industrielle avec la mécanisation et tout ça. C'est peut-être ça que je trouve assez intéressant. On ne voit pas tout de suite à Lyon à quel point cette question, elle est à la fois singulière et à la fois elle est centrale à Lyon. En fait, c'est pas juste une industrie parmi d'autres. C'est vraiment Lyon. On découvre que c'est une ville de textile et aujourd'hui, c'est peut-être pas complètement visible puisque textile pour nous en 2024, c'est quelque chose qui vient de loin. N'est-ce pas? Je me suis fait la réflexion tout à l'heure que je crois que je n'ai jamais vu de tissu fabriqué à Lyon. Alors aussi, il reste des choses. Mais en tout cas, c'est difficile d'imaginer. Ouais. Ah d'accord. Oui, il y a une manufacture en particulier. Il y en a deux grandes manufactures qui demeurent à Lyon, qui continuent à fabriquer à Lyon. Mais c'est vrai que c'est des pièces exceptionnelles, des tissages exceptionnels pour l'ameublement, pour les remeublements des demeures historiques.
on ne peut pas dire que c'est complètement disparu, en fait. Mhm. Ah, d'accord. Et c'est toujours sur la Croix-Rousse. Ah, d'accord. Cette industrie, elle perdure aujourd'hui. Et puis, il y a une autre dimension qui perdure aujourd'hui, c'est toutes les manufactures, toutes les entreprises qui se sont transformées et qui aujourd'hui produisent du textile de très haute technologie pour l'industrie, pour l'automobile. Toujours à Lyon aussi, et toujours à Lyon. Dans la région lyonnaise. Toujours dans la région lyonnaise, et qui sont souvent des entreprises qui se sont transformées en adaptant leur métier après la Seconde Guerre mondiale. Ils tissent plus la soie, ils tissent du métal, ils tissent des fibres optiques. Mais l'origine en fait de leur entreprise, elle est vraiment liée à la soie. Donc ça essaimait, mais le fait que je n'ai jamais vu de tissu ou même d'ailleurs j'arrive pas à l'imaginer, alors que bon, ça fait bien une quinzaine d'années que je vis à Lyon, c'est quelque chose un peu abstrait parce que je reconnais les appartements canus, l'histoire des traboules, la soierie, c'est des choses qui reviennent assez souvent dans la vie lyonnaise, mais le tissu lui-même, les étoffes, c'est un petit peu absent. Alors, j'espère qu'on reviendra à la fin aussi au musée. Alors, en fait, c'est normal que ça soit absent. Ah oui. Parce que de tout temps, en fait, ça a été absent parce que les soyeux lyonnais n'ont jamais fabriqué pour Lyon. Ils ont fabriqué pour la cour. Ils ont fabriqué donc pour Versailles. C'était exactement la question que j'allais vous poser. Ils ont fabriqué pour la Russie avec Catherine II. Et puis au 19e siècle, ils vont exporter aux États-Unis, au Japon. Enfin voilà. Donc en fait, les tissus fabriqués à Lyon, même si aujourd'hui il reste très très peu de production, n'ont jamais eu vocation à rester à Lyon. Et ça a toujours été une industrie de luxe. Pour les personnes qui avaient les moyens Parce que je commençais à imaginer un petit peu, alors si on était dans une ville de tissus, d'étoffes, alors est-ce que ça allait de pair avec des gens bien habillés? Est-ce que les personnes qui créent des tissus créent aussi des vêtements? Parce que la question des vêtements qu'on fabrique à partir des tissus, est-ce qu'il y avait une industrie liée à ça à Lyon? Il y a eu une industrie liée aux vêtements, mais plus tardivement au 19e siècle, quand il y a l'activité des grands magasins qui existent à Paris, mais qui existent aussi à Lyon, où là on a des couturières. Oui. Voilà, on a des confectionneurs, mais ça reste un phénomène relativement peu important comparé à Paris, par exemple. On a aussi eu toute une production dans la région de Lyon au 19e siècle de dentelles, de châles cachemire, donc énormément d'accessoires. Donc en fait, il y a eu une production colossale, mais encore une fois, cette production, là on rentre dans la grande consommation à partir du 19e siècle, elle a quand même vocation à s'exporter au niveau national et international. Donc ils n'envoyaient pas la couleur en fait des tissus, pour dire. Un petit peu dans une certaine mesure, mais ça restait limité aussi dans une classe sociale qui avait les moyens de s'habiller avec des productions qui restaient quand même très luxueuses. Et alors, ça veut dire que les canus eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils portaient eux? Comment ils étaient habillés? D'où ça venait? C'était des choses plus robustes, plus primaires? Alors, je ne me suis jamais penchée, à vrai dire, sur la garde-robe des canuts. Et il faudrait regarder les inventaires après décès. Les historiens ont certainement trouvé ça. Mais il est très peu probable qu'ils se soient habillés avec les soieries qu'ils fabriquaient. Bon, d'accord. Alors, revenons sur des questions de haute couture, peut-être des choses plus luxueuses. On sait aussi que qui dit tissu dit motif, dit couleur, dit pigment. Et je sais aussi que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là en tant qu'historienne de l'art, notamment sur les tissus qu'on appelle les indiennes. Il me semble que vous avez écrit un livre, ou plusieurs livres même, à ce sujet. Alors, quels étaient les motifs à la mode à l'époque, au 19e siècle par exemple? Est-ce qu'on a des traces de l'histoire de la mode, des choses qui étaient appréciées? Alors, ce qui lie en fait toute l'industrie textile, que ce soit le 18e ou le 19e, c'est quand même la création du dessin. Et il faut savoir qu'à Lyon, ça n'a pas impacté l'espace urbain, mais jusque dans les années 1980-1990, on avait des énormes ateliers de dessinateurs qui travaillaient pour l'industrie textile à l'international, pour l'industrie dans le monde entier. C'est vrai qu'il en reste peut-être encore quelques-uns, mais ça, c'est vraiment une activité créative qui était liée au départ
à l'origine au XVIIIe siècle à la soierie, qui ensuite s'est développé pour énormément de production textile et qui aujourd'hui a complètement disparu et qui pourtant a été très très important dans la ville. Ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important aussi pour les musées, parce qu'aujourd'hui on essaye de collecter en fait cette mémoire des dessinateurs. On la connaît pour le XVIIIe, on la connaît un peu pour le XIXe, on la connaît pas du tout pour le XXe siècle. Ce qui va relier en fait toute génération et toute production textile confondue, parce que dans ces ateliers on est très spécialisé. Il y en a qui dessinent pour l'ameublement, il y en a qui dessinent pour la mode. Au sein de la mode, il y en a qui vont dessiner pour l'impression, d'autres vont dessiner pour le tissage, d'autres vont dessiner pour la dentelle. Donc c'est vraiment des dessinateurs presque ouvriers industriels, en fait, avec une spécialisation très très forte au fur et à mesure du 19e siècle, parce qu'il faut rentabiliser en fait la production. Et vous avez en fait un dessinateur, un artiste qui devient un chef d'entreprise et qui a des centaines et des centaines de dessinateurs qui travaillent pour lui, et lui il va vendre les dessins. Ça commence à apparaître un peu au 18e, mais ça se répond vraiment au 19e siècle. Et la relation à la question de la mode, à la question du renouvellement des motifs, va être très différent d'une production à une autre. C'est vrai qu'à Lyon, les soyeux lyonnais, ils aiment bien quand même gagner de l'argent. Ils ne font pas ça pour la gloire. Et donc, ils vont assez rapidement quand même beaucoup se développer. Pas tous, mais une grande partie va se spécialiser dans les étoffes d'ameublement. Et l'avantage des étoffes d'ameublement, c'est que le cycle des motifs est beaucoup plus long. Ah oui, d'accord. Beaucoup, beaucoup plus long, voire même, il y a tout le travail des rééditions qui arrive dès le Second Empire et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et puis, vous avez des entreprises qui vont quand même aussi travailler... Alors, au 19e, on parle de la haute nouveauté, avant l'invention du prêt-à-porter, même si ça y ressemble beaucoup. Et ensuite, vraiment, ce qui va faire le grand succès des fabricants lyonnais, c'est la haute couture. Et il faut imaginer que jusque dans les années aussi 1980, parce que vraiment les années 1980 c'est un basculement très important, les fabricants étaient plus importants que les couturiers. Et quand on voit les publicités par exemple dans les magazines de mode, on a le nom du fabricant et dessous le nom de la marque. D'accord. Si on prend des grandes maisons, Bianchini Ferrier, les soieries Brochier, etc., ils vendaient, en fait, c'est eux qui finançaient les créateurs de mode, les couturiers, c'est eux qui les finançaient. Ensuite, il y a eu une autre organisation de la haute couture qui fait que le nom du fabricant a complètement disparu. Mais c'est vraiment eux qui ont fait la haute couture. Et ça commence avec le couturier Worth, avec toutes les grandes créations qui sont faites à la fin du 19e siècle pour ce couturier. Et c'est les fabricants qui vont proposer des nouvelles créations, etc. Mais il y a aussi toute une réédition de motifs qui sont faits, quoi. Alors, s'il faut sans cesse innover, il faut toujours avoir des sources d'inspiration. Et à ce titre-là, il me semble qu'il y a un lien avec les jardins botaniques, des jardins lyonnais qui travaillent en étroite collaboration avec des botanistes, des chercheurs qui permettent de faire pousser des végétaux qui sont toujours des sources d'inspiration pour le dessinateur. Est-ce que c'est vrai que le jardin botanique, qui était d'ailleurs installé ici dans les pentes de Lyon, est-ce qu'il était là pour... une des raisons principales était pour servir de motif pour le dessinateur du textile? Alors, en réalité, Lyon a d'abord été un lieu de pointe dans l'étude botanique, avec notamment des plantes exotiques qui vont être acclimatées justement dans ce premier jardin botanique qui est créé à la fin du XVIIIe siècle et qui va être beaucoup encouragé par l'impératrice Joséphine, qui va faire des dons de plantes, etc. Il faut imaginer qu'il y a un contexte scientifique au XVIIIe où on étudie la botanique, et donc toute grande ville doit avoir son jardin de botanique, ses botanistes. On trouve ça évidemment au Jardin des Plantes à Paris. Donc c'est d'abord ce modèle-là qui se répand. Et puis on a cette industrie de la soie avec ses artistes et dessinateurs où on a aussi besoin des modèles de motifs. Et en même temps, on a l'école des beaux-arts où il va y avoir donc l'école de la fleur qui va être extrêmement importante. Alors, dans la théorie, les dessinateurs de soieries, notamment les Joubert de Libérderie, qui avait écrit un traité et donc qui est très connu, mais il y en a aussi d'autres, et puis les artistes... les peintres comme Antoine Bergeon, début du 19e, qui va créer et diriger cette école de peinture, de fleurs.
eux, ils préconisent l'étude sur le dessin, enfin sur la nature. Voilà, ils demandent aux artistes, aux élèves d'aller apprennent à dessiner, d'aller étudier la rose, la tulipe, etc., de la décortiquer. Voilà, ça c'est la réalité. Enfin, ça c'est l'objectif, c'est je dirais la dimension prestigieuse du dessin de la nature. Dans la réalité, on se rend compte que les dessinateurs, pour les manufactures, s'ils veulent gagner leur vie, il faut qu'ils fassent énormément de dessins. Et donc, ils vont beaucoup plus utiliser des gravures, des reproductions en fait, de grandes gravures, des grands botanistes en fait, de l'époque, ou des séries de Redouté, etc., parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, on développe le graphisme, en fait. On sort du côté... artistique de motifs. Et il y a toujours cette ambivalence pour les peintres de fleurs au XIXe siècle de vouloir gagner sa vie par son art et en même temps, en réalité, d'avoir la reconnaissance artistique à travers son art et en même temps, on gagne sa vie en vendant des motifs aux fabricants. Et peut-être aussi ce besoin de styliser ou de chercher l'inspiration dans l'artifice, pas uniquement dans l'étude de la nature, mais dans les formes qui seraient proches du graphisme. Je pense à l'art nouveau qui finalement met la nature, ou en tout cas les fleurs ou les plantes au cœur de sa préoccupation, mais ce n'est pas du tout une fleur naturaliste, c'est une fleur un peu métabolisée par l'imaginaire de l'époque. Donc, on est plutôt dans le graphisme, dans une création graphique. Oui, et puis il faut savoir quand même que c'est Paris qui donne le ton de la mode, et qu'on est très dépendant en fait des modèles parisiens et des nouvelles modes qui sont lancées dans la capitale. Je pense notamment aux motifs géométriques qui sont très à la mode à la fin de l'Ancien Régime, qu'on va retrouver dans des velours façonnés ici à Lyon. Tout simplement parce que les fabricants ils répondent à une demande des consommateurs. Et on n'a jamais consommé autant de textiles sous la Révolution française. Même si ce ne sont pas des grandes soieries luxueuses, ça reste des tissus qui sont fabriqués ici. Écoutez, parlons maintenant un petit peu du musée des tissus de Lyon. Quelle est sa situation actuelle ? J'ai l'impression que ce n'est pas facile de le visiter en ce moment. Alors effectivement, nous sommes fermés au public pour un grand projet de rénovation. Donc aujourd'hui, l'ensemble des collections sont dans des réserves externalisées temporaires assez loin de Lyon, parce qu'on est près de Saint-Étienne, où un chantier des collections a lieu, notamment sur les collections textiles. Ce temps de fermeture au public, il est évidemment triste pour le public, parce que le public attend avec impatience la réouverture de ce musée, d'autant plus que c'est un musée qui a failli disparaître. Donc il y a un enjeu évidemment aussi et un intérêt supplémentaire, c'est un sauvetage en fait. Il y a eu véritablement une mobilisation aussi au niveau de la région et au niveau des habitants, même au niveau international. Donc il y a beaucoup d'impatience, mais c'est vrai qu'un grand projet de rénovation architecturale ne se fait pas du jour au lendemain, et que finalement, je vais parler plutôt du point de vue de l'équipe du musée. Nous, on est très heureux d'avoir cette fermeture parce qu'elle permet de traiter les collections, de savoir où est-ce qu'elles sont, de les récoller, de pouvoir les prendre en photo. Donc il y a des enjeux de numérisation aussi, de publication, puisque là on prépare un ouvrage qui va sortir pour les 160 ans du musée, puisque cette année le musée a été fondé il y a 160 ans. Donc on va sortir le 28 novembre en librairie un immense livre, un livre important avec 160 notices, qui est une sorte de sélection des pièces les plus incroyables, mais aussi des pièces qui ont été redécouvertes dans le cadre du chantier, puisque le chantier, c'est aussi traiter des collections qui sont arrivées il y a longtemps et qu'on n'a jamais pu traiter, parce que c'est des collections industrielles, et donc elles sont aussi en quantité industrielle. Alors, le rendez-vous avec le public, vous avez déjà un horizon, une date, une année ? Horizon 2029. 2029. Eh bien, nous avons hâte de pouvoir découvrir le nouveau musée, parce que je ne doute pas qu'il soit entièrement réinventé, et je ne doute pas qu'il sera aussi passionnant que l'entretien avec vous, puisque tous ces sujets-là nous permettent de comprendre cette ville passionnante d'un point de vue encore différent. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je vous laisse entre les mains de Lou Herman pour le questionnaire Anthropocène. Bonjour Aziza Grill-Mariotte. Bonjour. Je vous écoute depuis tout à l'heure et
Et je me dis que le sensible vous porte, sinon vous parle. Et donc, je vous propose de passer par le questionnaire Anthropocène, qui est une version librement revisitée, raccourcie du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. C'est un format court qui prend le chemin de cette force du sensible, qui imagine qu'ouvrir de soi aux autres, c'est peut-être un peu s'ouvrir au monde, et qui émergera petit à petit, à force de répondre à ces questions courtes et très personnelles, des pistes de ce qui nous lie et de ce qui pourrait nous mener ensemble vers un monde à réparer. Donc voici une série de 7 questions que vous découvrez. Il n'y aura pas d'échange, seulement vos réponses. Est-ce que vous êtes prête ? Je vous écoute. Dans quel paysage vous sentez-vous le mieux ? La forêt. Parmi toutes les menaces à l'œuvre, environnementales, sociales et politiques, quelle est celle qui vous touche le plus ? La pollution textile. Qui vous inspire ? Ma grand-mère. Quelle perte vous inquiète ? La perte de l'être aimé. Que possédez-vous de plus précieux ? Un bijou de ma grand-mère. De quoi dépendez-vous ? De l'eau et pour vivre, de l'eau et de l'air. Et la dernière, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ? La nouvelle génération, ma fille en particulier. Merci beaucoup, Aziza Grill-Mariotte. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.